Bien, ben écoute, bienvenue Yvan pour la suite de notre programme. Tu nous as proposé comme thème que tu vas nous présenter ce soir. D'abord, rappeler que tu es mathématicien, professeur émérite de l'université, et tu vas nous présenter un des animateurs de la revue Progressiste. Tu vas nous présenter le thème suivant, prolégonem au communisme. Donc, c'est pour le communisme ce que tu as mis sur ton document. Donc, tu vas nous expliquer tout ça et donc je te passe la parole. Alors, prolégomène, c'est le mot lui-même qui porte ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avant pour y arriver. Voilà. Et nous le vivons, l'intervention d'avant a posé un certain, je ne sais plus comment il s'appelle. Nicolas Béniès. Ouais, l'intervention de Nicolas Béniès a montré en grande partie en quoi consistaient les contradictions actuelles au plan politique, mais peut-être pas complètement sur le fond. On va y revenir. Où sont tes... Ah, c'est ça? Non, c'est ça. D'accord, il faut que je clique sur mes trucs là. Ça. Voilà, c'est ça. Donc, il l'a dit lui-même, il faut revenir au marxisme. Je pense que, effectivement, Marx a bien vu les choses. Il a découvert la loi du développement de l'histoire humaine, c'est-à-dire ce fait élémentaire, voilé auparavant sous un fatras idéologique, mais je dirais il est toujours voilé sous ce fatras idéologique. Dans la bataille idéologique actuelle, ce que dénonçait aussi Nicolas, c'est tout le côté pathos auquel qu'on nous assène constamment. Dans la bataille idéologique, quand vous avez Hanouna, il ne faut pas chercher pourquoi. Quand c'est clair, il ne faut pas réfléchir. Les hommes, avant de pouvoir s'occuper de politique, de sciences, d'art, de religion, doivent tout d'abord manger, boire, se loger et se vêtir. Que par suite, la production des moyens matériels élémentaires d'existence et partant chaque degré de développement économique d'un peuple ou d'une époque forme la base d'où se sont développées les institutions d'État, les conceptions juridiques, l'art et même les idées religieuses des hommes en question, et que par conséquent, c'est en partant de cette base qu'il faut les expliquer et non inversement, comme on le faisait jusqu'à présent, comme on continue à le faire. C'est ça l'idéalisme aussi. Selon Marx, c'est donc le développement des forces productives humaines et sociales qui est la réalité fondamentale, la base concrète à partir de laquelle on peut comprendre la structure, l'histoire des sociétés, des idées et croyances et l'apparition des divers modes de production. C'est le matérialisme historique. C'est Marx qui l'a fondé. On peut estimer que c'est Marx qui l'a fondé. Et donc, on va se poser la question, c'est un peu aussi ça que je voulais dire aujourd'hui, quelle est la différence entre socialisme et communisme? Le socialisme, comme son intitulé le suggère, c'est la socialisation des moyens de production, des forces productives matérielles. C'est-à-dire, on l'a souvent dit, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, par la nationalisation, par différentes situations. Il y avait des tendances à la socialisation dans la France du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je dirais, dû au prix du sang payé par les communistes et le monde du travail pendant la guerre. Ça a pesé très lourd et ça a permis d'introduire un certain nombre de choses qui sont remises en question. Le socialisme, c'est la sortie de la dictature du capital. Le socialisme profond, c'est-à-dire l'État socialiste. C'est la sortie de la dictature du capital, la prise de pouvoir, l'expropriation violente si nécessaire, comme l'a fait la bourgeoisie quand elle a pris le pouvoir contre la monarchie, elle n'a pas hésité. C'est la prise de pouvoir sur les forces productives du capital pour la société par la classe des prolétaires.
c'est la prise de position par le prolétariat des moyens de production, y compris la terre, et d'échange. Donc, par conséquent, une nécessité, la prise du pouvoir d'État, n'en déplaise aux pleutres, c'est la dictature du prolétariat. Althusser avait raison. Les formes que peut prendre ce pouvoir dépendent du contexte historique, dépendent une faute, de la culture locale et du niveau de développement des dites forces productives. Je vous rappelle à ce propos d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu cette époque, c'est la polémique qu'il y avait entre Lénine, Kautsky, Bernstein. Hein, bon, je ne vais pas y revenir, mais ça a fait partie déjà des... Ouais. Ouais, mais attends. Voilà. Voilà. Tu joues sur la roulette. Ouais, ouais, Tu n'as ouais. pas besoin de tout bouger Ah bon? de bouger la souris. Surtout pas la bouger. Ah bon. Tu joues sur la roulette. Voilà. Ok. Mais doucement. Donc là, j'ai parlé du socialisme, prise du pouvoir, le socialisme, prise du pouvoir sur les forces productives du capital pour les mettre au service du monde du travail et de la population en général. Par contre, le communisme, c'est autre chose. Alors, oui, je reviens quand même sur ce que je disais sur le socialisme. C'est aussi, c'est à la fois, c'est la fragilité ça entraîne une certaine fragilité, on l'a vu historiquement, on l'a vécu, hein. C'est que le capital peut reprendre la main sur ces forces productives. C'est ce qui s'est passé en Russie, hein, et on peut se poser la question sur la Chine aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir actuel en Chine, d'abord, est-ce que la Chine est un pays socialiste? C'est une grande question qu'on peut se poser, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, si ma définition est bonne, hein. Effectivement, en Chine, aujourd'hui, bah, on pourrait, vu la structure économique de la Chine, il pourrait y avoir une restauration du capitalisme. Le communisme, c'est autre chose. Le communisme n'est possible qu'adossé à des forces productives antagoniques avec le capitalisme, non assimilables par lui. C'est ce qui s'est produit avec le capitalisme par rapport au féodalisme. C'est ça le concept de dépassement. Il y a eu un secrétaire général du Parti communiste qui a, qui a lancé ce mot d'ordre, il faut dépasser le capitalisme. Ouais, mais pour lui, dépasser, c'était mettre le clignotant à gauche et accélérer. C'est pas tout à fait ça le dépassement. Le dépassement du capitalisme, c'est ça, c'est qu'on se trouve dans un système scientifico-technique, économique, qui fait que le capitalisme n'est plus possible. Le plan climat présenté ce matin par l'ENI montre clairement la nécessité du dépassement des intérêts personnels pour pouvoir faire face aux problèmes environnementaux qui obligent à prendre en compte la communauté de destin de l'humanité. Et le communisme se pose cette question-là par rapport au royaume de la liberté et se place par rapport au travail et à la production de la valeur. Le royaume, alors ça, c'est le livre 3 du Capital, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il commence seulement là où on cesse de travailler par nécessité et opportunité, ce qu'on appelle le travail prescrit, imposé de l'extérieur. Il se situe donc par nature au-delà de la production matérielle proprement dite. Le Capital, livre 3, page 195 sur édition sociale de 1971. La condition essentielle de cet épanouissement, c'est la réduction du temps de travail aliéné. Il faut faire attention parce que quand on parle par exemple, Jérémy Rifkin a écrit un livre qui s'intitule La fin du travail. Non. La fin de quel travail? Autrement dit, c'est la fin du travail aliéné. Autrement dit, le jour où les usines tourneront toutes seules. Voilà. C'est une image. Hein. Hop. Le communisme se situe donc dans la dialectique du temps
où les usines tourneront toutes seules, à celui où le travail, alors non aliéné, sera devenu le premier besoin social de l'homme. On le voit déjà, les gens qui sculptent, les ONG, les gens qui se mettent à cultiver des jardins, à avoir des activités autres. Le travail sera devenu le premier besoin social de l'homme. La révolution scientifique et technique en cours, la cyberrévolution, en dessine les prémices. Alors, je ne sais pas si prémices, c'est un C ou deux E, je n'en sais jamais rien. Il y en a un qui est religieux, bon, peu importe. Voilà. Et c'est ce dont je voulais vous parler. C'est que sont en train d'émerger des forces productives, de mon point de vue, qui vont provoquer, qui permettent de construire une société complètement différente, inassimilable par les critères du capital. La cyberrévolution, c'est la fusion en un système unique de la révolution numérique et de la cybernétique dans sa version informatique, avec ses conséquences sociales et sociétales. Même si, n'y ayant rien compris, un dirigeant communiste a pu dire un jour « la cybernétique, c'est une science bourgeoise », c'est pas vrai. Une science n'est ni bourgeoise ni prolétarienne, pas plus que les locomotives. Et tout dépend ce qu'on en fait. Donc, ça, oui. L'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, à juste titre, que on n'était jamais complètement débarrassé de ce qui de son histoire. Ça structure la pensée, ça structure. Voilà. L'histoire, c'est la succession des générations qui viennent à la suite et qui exploitent les matériaux, les capitaux, ainsi que les forces productives léguées par toutes les générations précédentes. Une nouvelle génération reprend l'activité de l'ancienne et la modifie. Oui, le cours de l'histoire mène vers une histoire mondiale, et ça, il faut bien le prendre en compte. Je pense que, bon, le communisme, je ne le verrai pas parce que j'ai déjà 77 ans, mais je pense qu'il n'est possible qu'à l'échelle mondiale, qu'à l'échelle planétaire, disons. Le moteur de l'histoire, le cours de l'histoire mène vers une histoire mondiale. Le moteur de l'histoire, de la religion ainsi que la philosophie, ce n'est pas la critique, c'est la révolution. On le voit bien d'ailleurs, déjà dans le système capitaliste. On voit bien dans les batailles politiques au jour le jour. On dit, ouais, le capitalisme est en crise. Ah oui, mais la crise est le mode de fonctionnement du capitalisme. Le capitalisme, il est toujours en crise. Heureusement, je dirais, sinon il ne vit pas. Enfin, heureusement pour lui. Ce qui a distingué l'homme du règne animal, c'est le travail. C'est pas de moi. Hein. L'histoire de l'humanité, c'est celle de ses forces productives. Et donc, ce qui distingue une société d'une autre, c'est la façon dont les marchandises y sont produites et échangées. Alors, qu'est-ce que la cyber-révolution? Je dirais que la cyber-révolution, ce n'est plus un élément de la réalité, elle est la réalité. Comme toutes les révolutions dans les forces productives, je me permets de vous lire un texte. Sans te mettre devant l'écran, sans mettre ton papier devant l'écran. D'accord. La cyber-révolution n'est plus un élément de la réalité. Elle est la réalité. Comme toutes les révolutions dans les forces productives, elle modifie la donne en économie, faisant naître de nouveaux produits, de nouveaux besoins, et en rendant d'autres obsolètes, donc une nouvelle demande, et améliorant la productivité générale, mais posant en même temps des questions relativement à l'aliénation du travail. Comme les précédentes ruptures dans les forces productives, comme noté par Marx dans sa préface au Manifeste communiste, et dans l'évocation que fait Engels de Marx dans son très bref discours sur la tombe de Marx,
Elle exerce son influence bien au-delà de la seule sphère économique. C'est un résultat général. À un nouveau système technique correspond une organisation différente de celle précédente. Une société de métallurgistes, par exemple, ne peut pas être organisée comme une société de chasseurs-cueilleurs, le métal étant rarement comestible et difficile à digérer. Par contre, une société de métallurgistes peut être organisée de différentes façons. La cyberrévolution, c'est une remise en question à la mesure de l'invention de l'imprimerie et de la découverte en peinture de la perspective. Livres, cinéma, musique, télévision, théâtre, arts plastiques, tous sont concernés, bouleversés. C'est de même un séisme pour le jeu démocratique à cause de l'impact, ou grâce à, sur les contre-pouvoirs, presse en tête. Qu'on pense aux réseaux sociaux, aux blogs, aux influenceuses et influenceurs. À cause de l'espace ainsi ouvert à l'opinion publique, à cause de l'accélération des réactions, des émotions qui prennent le pas sur la réflexion, comme l'a noté aussi le précédent intervenant, des prises de position qui transforment l'exercice politique. Il faut désormais se poser la question, quelle est l'exception? Quel est le domaine immunisé face à l'influence de la cyber-révolution? L'archéologie? L'agriculture? La numismatique? Toutes les activités sont d'une manière ou d'une autre concernées. Les religions, alors? La théologie et les rites ne sont pas encore concernés. Mais la vie des communautés religieuses est déjà affectée, comme celle de toutes les communautés humaines. Sans les logiciels de calcul et visualisation 3D, Notre-Dame n'aurait pu être restaurée en 5 ans, alors qu'il a fallu 2 siècles pour la construire. L'inquiétude se manifeste, comme pour tout changement technologique, par le caractère bienfaisant ou malfaisant de son action. Nous disions à son avènement que l'informatique était neutre et qu'elle deviendrait ce que la société en fera. Ce qui valait à l'époque pour l'informatique demeure a priori vrai pour sa fusion avec les réseaux et le réseau des réseaux, Internet, qui crée ce monde cybernétique. Comme Janus, il a 2 visages. Il peut être progressiste ou réactionnaire, libérateur ou aliénant, stimulant ou inhibant, totalitaire ou démocratique, monopoliste ou ouvert, novateur ou conservateur. La cyberrévolution ouvre des possibles, aux hommes de s'en emparer ou pas. Auquel cas, certains s'en empareront au détriment de tous. Le résultat ne se lira d'ailleurs pas en blanc et noir. La cyberrévolution peut être gage de progrès dans certains domaines et régressif dans d'autres, et elle peut être les deux à la fois d'ailleurs. C'est affaire d'intelligence collective. Dans son utilisation, dans son encadrement juridique, dans ses échanges avec la société matérielle, les questions sont abyssales, les réponses sophistiquées. La cyberrévolution nous enveloppe et nous submerge. L'organisation de la société des hommes, son histoire, est la perpétuelle tentative d'adéquation entre le possible, le nécessaire et le souhaitable. Le possible est donné par le développement des moyens d'action sur la nature, c'est-à-dire les forces productives matérielles. Le nécessaire est l'organisation qui confère la pérennité à l'humanité. Et pour une société donnée, c'est qui lui permet de se reproduire à minima à l'identique. Mais en fait, en développant ses forces productives. Le souhaitable, c'est le maximum à partir du possible, l'idéal. Il dépend du niveau de conscience et d'action des hommes. L'humain voit parfois seulement malheureusement, plus loin que le nécessaire. Il rêve et fait des projets, des programmes, des plans. Il se projette dans l'avenir. Il y a eu des tentatives socialistes au XXe siècle, nous les avons vécues, nous en avons vécu la vie. L'expérience soviétique, qui a été l'expérience socialiste majeure du XXe siècle, a eu lieu dans un pays arriéré, de façon volontariste, comme en témoigne la polémique entre Lénine, Kautsky et Bernstein. Il a fallu aux dirigeants communistes mener de front et en contradiction, simultanément, 2 fronts révolutionnaires. Abolir la société monarchique semi-féodale héritée du tsarisme et essayer de mettre en place un système de production à caractère socialiste dans un contexte de guerre civile et d'intervention étrangère. Tout s'est fait à marche forcée.
dans une urgence vitale avec un coût humain terrible et la contrainte comme moyen. L'industrialisation coûte cher. Le capital se trouve dans l'agriculture et c'est là qu'il faut en dégager, en mobiliser, d'où la collectivisation forcée. Mais dans toute cette expérience, il n'y a pas émergence d'une force productive nouvelle. Il s'agit d'un rattrapage de développement et de surcroît d'un développement essentiellement quantitatif des moyens de production. C'est en fait le développement de forces productives propres au capitalisme qui permet de dépasser la société féodale. Le problème a été de même nature en Chine. C'est là que, comme ça s'est produit pour l'établissement de la République en France, laquelle est passée par 3 monarchies et 2 empires. Le socialisme, en tant qu'appropriation par les travailleurs au service de la communauté des forces productives du capital, peut être remis en question par réappropriation des dites forces productives par le capital, soit par la guerre d'attrition, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, soit par asphyxie économique ou tout autre moyen. D'où aussi la nécessité, n'en déplaise, de la dictature du prolétariat, comme l'a noté Althusser en son temps, en 1962. Le communisme, pour dépasser le capitalisme, doit s'adosser et développer un nouveau système technique, basé sur des forces productives nouvelles. Aujourd'hui, la cyberrévolution marque précisément l'émergence de ce nouveau système technique et de ces forces productives permettant de rendre obsolète le mode de production capitaliste et changer radicalement le rapport au travail aliéné pour aller vers une société émancipée de l'exploitation. La part de la classe ouvrière est en baisse très forte dans la population française. Dans le classement INSEE, 39% en 1962, 20% en 2018. Mais le salariat représente plus de 90% des actifs. Employés et ouvriers représentent la moitié de ce salariat. Les professions intermédiaires, un gros quart, et les cadres et professions intellectuelles supérieures, un petit quart. Les notions de classe moyenne, de classe populaire, de riches et pauvres brouillent les cartes. Elles ne se basent pas sur un rapport à la production de valeur ni de richesse. Or, c'est là ce qui fonde l'analyse de classe. Le rapport social créé par le rapport des forces productives, matérielles et humaines. La nostalgie des classes d'antan peut être paralysante pour l'action. C'est vers la construction unitaire du salariat élargi dans sa diversité qu'il faut tendre. Le rapport salarial est ce qui donne l'unité sociale face au capital. Nous sommes confrontés à un double mouvement dans le monde du travail. D'un côté, l'ubérisation, qui renforce l'exploitation en ramenant au temps des acognés, des tâcherons, avec en plus, à travers l'auto-entrepreneuriat, le leurre relooké de l'association Capital-Travail et les petits boulots de service essentiellement. D'autre part, les transformations de la société liées à l'évolution des forces productives et à la mondialisation financière n'amènent pas nécessairement à une société atomisée d'individus isolés où le capital se confond avec le travail. Le salariat d'aujourd'hui, à travers sa diversité de situations, ses composantes issues de niveaux de qualification très variés, est en pleine recherche de conscience de classe à partir d'une communauté d'intérêts réels. Celle-ci a besoin d'être nourrie en permanence. La classe des salariés est de fait la classe des prolétaires. Le prolétaire étant celui qui vend sa force de travail. Le prolétariat ne forme pas pour autant une classe homogène. Du prolétaire paysan à l'interne d'hôpital, en passant par le fraiseur-outilleur, la cantatrice chère à Marx, le cheminot, le contrôleur aérien ou le chercheur, le monde des prolétaires est vaste et changeant, diversifié. Et les catégories qu'ils composent peuvent avoir sur certains points des intérêts divergents. Au sein du salariat, les rapports à la hiérarchie et donc au capital, à la culture, au collectif, ont des différences marquées. La baisse de la proportion d'ouvriers en France est partiellement liée à l'automatisation et les activités de service sont désormais touchées aussi par la suppression d'emplois. Qu'on pense aux caisses automatiques des supermarchés qui remplacent les caissières, les caissiers, ou aux achats sur Internet. Au-delà de ces deux exemples, le travail d'organisation et de contrôle peut être confié à un ordinateur. Plus encore, l'apparition accélérée de ce qu'on nomme
de ce qu'on a nommé par paresse intellectuelle et soumission à l'idéologie behavioriste anglo-saxonne, intelligence artificielle, va rebattre les cartes pour nombre de métiers dits intellectuels qui regardaient d'un œil amusé et souvent condescendant se développer l'automatisation de la production palpable. Mais ça vient d'où? Alors justement, c'est ça que je veux vous montrer. La rupture épistémologique est due à Alan Mathison Turing en 1936, avec sa machine universelle, ce que les physiciens appellent une expérience de pensée, qui est donc théorique. Alors, voilà d'où ça vient. C'est là où on voit que, effectivement, la science est une force productive directe. La rupture épistémologique, elle se fait à partir des maths pures. Gödel, en 1931, dit dans n'importe quelle théorie récursivement axiomatisable, bon, je ne rentre pas dans le détail, cohérente et capable de formaliser l'arithmétique, on peut construire un énoncé arithmétique qui ne peut être ni démontré ni réfuté dans cette théorie. On peut le traduire différemment. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. C'est ça la contradiction, fondamentalement. Et la démonstration mathématique du théorème de Gödel est absolument imbitable. C'est de la logique pure. Bon, faut aimer. Par contre, en 1936, alors toute la logique mathématique va se développer à partir de là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est en 1936 que ça va bouger. Turing, justement, crée un être mathématique, une machine théorique, qu'on appelle la machine de Turing, qui va provoquer ce qu'on a appelé la révolution numérique. La révolution numérique, c'est quoi? La machine de Turing, c'est quoi? Voilà une addition, par exemple. C'est un ruban avec des cases. Dans chaque case, il y a un seul élément. Et vous avez, bon là j'ai mis une table à double entrée, on peut faire autrement si on veut, mais bon, c'est pour montrer. Il y a un bloc logique qui fait que l'index marque, le triangle rouge, là, se déplace à droite, à gauche, d'une seule case à la fois, ou il ne se déplace pas. Sur le ruban, on peut lire ou écrire, mais on ne peut lire qu'un symbole à la fois et n'écrire qu'un symbole à la fois. C'est tout. Voilà. Et voilà comment ça marche. Alors ça, évidemment, si on est obligé de faire une machine de Turing par opération, c'est un peu compliqué. Donc, on a fait la machine de Turing universelle. La machine de Turing universelle, en fait, l'avantage par rapport à celle-là, c'est que la table à double entrée, elle est sur le ruban dans la machine universelle. Et au lieu de s'appeler un schème, elle va s'appeler un programme. Ça ne vous dit rien? C'est là que c'est ce qui va donner naissance aux ordinateurs. Premier ordinateur connu, 1944, il n'est même pas basé sur la machine de Turing, il est basé sur la machine de Babbage. Alors oui, quand je dis c'est une rupture de la part de Turing, il faut bien comprendre que les grandes découvertes, elles ont souvent des racines qui portent très loin. Quand Pythagore dit tout est nombre, on est dans la révolution. Enfin, c'est les prémices de la révolution. C'est même pas les prémices de la révolution numérique. Leibniz va dire à un moment, on peut représenter tout ce qu'il y a dans le monde avec simplement 2 symboles. J'explique tout ça dans mon bouquin. Je suis allé assez loin même. Là, je suis obligé. Le premier ordinateur connu en tant que tel, on pourrait dire que c'est la machine de Babbage. C'est un ordinateur préhistorique. C'est une machine mécanique.
Et les premiers éléments de programmation sont donnés par Lady Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, mathématicienne. Ensuite, voilà, pour aller vite, la BESM de l'EBDF, qui est opérationnelle en 1952. IBM, alors IBM, c'est quand apparaît les machines IBM, j'ai eu tort de mettre la 701. 701, bon, IBM lance une machine sur le marché, c'est une machine commerciale pour faire de la comptabilité, essentiellement. La force d'IBM, ça va être d'introduire le concept de gamme d'ordinateur. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faisait? IBM, c'est notamment la gamme 360. IBM, on achetait une entreprise, voulait automatiser sa gestion, elle prenait un 370, par exemple, 360-10. Puis elle commençait à se développer, et IBM ne vendait pas les machines. IBM vendait du temps calcul. C'est-à-dire qu'elle louait les machines pour le temps d'utilisation de ces machines. Et quand la machine arrivait à saturation, IBM montait en gamme. C'est-à-dire, après, il y avait 360-20, 360-30, 360-40, 50, 60, 70, 80, jusqu'à 90. Après, il y a eu la gamme 370. Bon. Voilà. Ça a été la force d'IBM. Mais est-ce que vous savez ce qui a fait la fortune d'IBM? Ce n'est pas les ordinateurs. Ce n'est même pas la location des ordinateurs. C'est le brevet sur les cartes perforées et sur le listing. Si, c'est vrai. Je vois que Jean-Claude n'a pas l'air convaincu. Ah bon, d'accord. Ouais. Donc, voilà, la rupture épistémologique se fait au plan théorique. Donc, le résumé technique, c'est celui-là. Une avancée en théorie mathématique pure provoque une rupture épistémologique qui entraîne la révolution numérique, qui va entraîner... Alors, en 1969, il se produit quelque chose de très particulier. Control Data Corporation intente un procès à IBM et ils vont gagner. Et ce procès, c'est je peux écrire mes propres programmes sur vos machines. C'est-à-dire qu'il y a séparation entre le logiciel et le matériel, du point de vue de l'utilisation. Et ça va lancer deux industries différentes, l'industrie du logiciel et l'industrie du matériel. Et après vont apparaître les réseaux, et donc la cybernétique. Bon, je vais vite, hein, je ne vous fais pas un cours d'informatique théorique, enfin j'essaye, même si ça a été... Donc les conséquences, c'est quoi? Passage de 40 à 20% d'ouvriers entre 1962 et 2017. Les cadres, professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, sont passés dans le même temps de 34% à 71%. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'informatique avancée, l'intelligence artificielle générative, certaines professions intellectuelles sont remises en question. Dites intellectuelles sont remises en question, je vous le disais tout à l'heure. Le tertiaire. Si les activités de service prennent de plus en plus de place dans le monde du travail, c'est parce que l'automatisation de la production matérielle se développe. J'ai combien de temps encore là? Il faut que j'accélère. Bon. Dans les activités de service, nombre d'entre elles sont appelées à être automatisées, notamment en gestion. L'emploi, bon, hop, ça on va passer. Y compris dans l'agriculture, ça peut se faire. Regardez, Jérémy Rifkin donne cet exemple. Bon, il est à la limite, mais il est réel. C'est tout à fait faisable. Des capteurs dans les anneaux nasaux, des agrafes dans les oreilles, des puces dans l'épaisseur de la peau du cou pour l'état physiologique des animaux.
Des moulins automatiques et mélangeurs travaillent durant la nuit pour fournir à manger aux animaux. Tous les animaux sont nourris et abreuvés, les quantités ingérées par animal enregistrées. Et on connaît leur état médical. Voilà où on en est. En informatique avancée. Aujourd'hui, c'est l'informatique avancée générative qui bouleverse la production intellectuelle écrite. Ce qu'on appelle les robots conversationnels, ChatGPT et compagnie. ChatGPT, Bard, Ernie, Bot, qui sont des robots conversationnels. Et que vont-ils changer dans nos vies? C'est une grande question. Après et le métavers, enfin voilà. Alors que le ChatGPT, on popularise les usages depuis décembre dernier, Google avec Bard et le chinois Baidu avec ErnieBot se positionnent également sur ces nouvelles intelligences artificielles. Intelligence entre guillemets. La langue française a su en 57 créer le mot informatique et le mot ordinateur pour ne pas reprendre computer ou data processing. Hein, par contre, on s'est couché idéologiquement devant les anglo-saxons en utilisant le terme intelligence artificielle. Voilà, je vais pas, mais je pense que, voilà, l'état des lieux, la cyberrévolution nous donne les moyens de passer à autre chose, de passer du travail contraint au travail choisi. Et c'est ça le communisme pour moi. Et donc, là apparaissent des forces productives qui permettent de gérer la transition économique, transition climatique. Hein. Parce que après, tout dépend de ce qu'on en fait. Il y a aussi, parce que le danger, c'est aussi ce que fait Amazon, qui crée sa monnaie, par exemple. Amazon, c'est une féodalité. Ils créent leur monnaie. Quand on va acheter quelque chose sur Amazon, on sera obligé de payer dans la monnaie d'Amazon. C'est déjà le cas en grande partie avec les Américains qui créent, si tu veux faire une transaction internationale, il faut la faire en dollars. Bon, les BRICS sont en train d'essayer de monter une monnaie commune entre eux. Je ne sais pas s'ils y arriveront, enfin, ils verront bien, ils ne sont pas idiots. Et voilà, on en est là aussi. Mais on peut s'emparer de ces forces productives pour libérer les hommes du travail contraint et créer une société. Et mon point de vue, c'est qu'elle n'est pas assimilable par le capitalisme. Pourquoi? Alors, c'est une question que j'ai posée à Harry Bay, il ne m'a pas répondu pour l'instant, il y a peut-être autre chose à foutre. Je me pose la question, est-ce que le problème de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est posé au niveau des entreprises ou des firmes, est-ce qu'on ne peut pas le poser au niveau de la société tout entière? Aujourd'hui, les investissements nécessaires et la rapidité de renouvellement des équipements, j'aimerais savoir ce que ça représente du point de vue des investissements et de la rentabilité du capital qui y était associé. Je pense que c'est très bas. Le taux de profit, il doit être proche de zéro. Et donc là, cette société, elle est condamnée. Elle n'a qu'une seule solution, enfin, il ne faut jamais dire qu'une seule solution, on en trouvera peut-être d'autres, mais c'est la guerre. Détruire du capital pour relancer le taux de profit. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, on peut y aller. Hein. Vas-y, au contraire. Souvent, ce qui est important dans un mode de production, c'est qui détient les moyens de production. Et moi, je me posais la question sur, bon, on parle beaucoup de dématérialisation, mais alors, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, les cyberbases, les terminaux de l'Internet, c'est aussi des enjeux stratégiques en termes Des puces. de détention, parce que l'immatériel, c'est bien beau, mais il y a quand même des supports matériels qui sont conséquents quand même. Alors, C'est les GAFA qui les détiennent. alors c'est vraiment une très bonne question. C'est une grande question.
Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique, disait « L'information, c'est l'information, elle n'est ni matière ni énergie. » Moi, je veux bien, mais pour stocker l'information, il faut de la matière, et pour la transférer, il faut de l'énergie. Bon. Et là, vous posez la bonne question. C'est que les GAFA et d'autres, l'enjeu des bases de données, il est majeur. Et c'est pour ça qu'on veut que le capital veut privatiser la sécurité sociale pour pouvoir donner, vendre, on ne donne pas en système capitaliste, vendre les grandes bases de données de la sécurité sociale. Oui. Alors, parce que, bon, alors là, si on rentre dans la technique, il y a un autre enjeu qui se profile à l'horizon. C'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, ça vient de l'industrie, mais on l'a généralisé. Un jumeau numérique, par exemple, quand on fabrique un moteur un peu complexe, on fait, je dirais, un clone virtuel de ce moteur sur un ordinateur. Et on prévoit comment il va évoluer. Et où il va casser, s'il doit casser. Et on peut faire la même chose avec les individus. On a déjà un dossier médical. Hein. Maintenant qu'on sait beaucoup de choses, on sait faire. On va vers la médecine prédictive. Donc on aura chacun un clone numérique, un jumeau numérique, et on pourra en prévoir l'évolution, y compris si je vous donne tel médicament, comment vous allez réagir. Et ça, on pourra le savoir. On y est, hein. On y est pratiquement là. C'est en train, c'est dans les labos. On est déjà dans les labos. Alors, bon, vous avez vu, ChatGPT, Bard, Ernie-Bot, c'est de l'intelligence artificielle générative écrite. Mais on est déjà à l'oral. Hein. Dans les labos, c'est fait. D'ailleurs, ça pose question au plan culturel. On voit bien que ça modifie tout. Au plan culturel, on n'a plus besoin d'apprendre la langue de l'autre. Si on a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va se replier? Ça veut dire qu'on ne rentre plus, parce qu'une langue porte une culture. On ne rentre plus, on ne cherche plus à connaître la culture de l'autre. On va se pointer, je vais me pointer avec mon téléphone, je vais parler en français, et mon ami chinois, il va l'entendre en chinois. Mais qu'est-ce que je sais de la culture chinoise? Qu'est-ce que je saurais de la culture chinoise? Comment je pourrais la saisir? Alors, ça peut aussi être l'inverse. Tout dépend comment on va s'emparer de ça. Les enjeux, ils sont là. Les enjeux politiques, c'est pas savoir si on vote ou si on vote pas. Il faut le faire. Je ne veux pas dire ça. Mais les enjeux politiques, ils sont d'un autre niveau. Ce sont des enjeux de société. C'est l'enjeu du communisme, au sens où moi je l'entends. Après, on n'est pas obligé d'avoir la même vision quoi. Quand on dit c'est un pays communiste ou pas, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Ça dit comme ça. Voilà les enjeux, comment ils se présentent. Alors, moi, j'avais une autre question aussi. Ah bah, Bon, toute question est valable. Marx explique bien que le taux de profit vient du travail humain. Bien Il sûr. ne vient pas du travail de la machine. Ah bah il le dit. Hein. Et donc, si on automatise forcément les usines, bon, les détenteurs de capitaux ne sont pas idiots non plus. Ils le voient. Enfin, ce que vous avez dit, c'est que plus on machinise, plus on autonomise la production, bah, le taux de profit va finir quand même par diminuer parce que c'est l'homme qui est à la source du profit. Donc, ils vont être amenés à avoir, ils vont être dans une impasse aussi. À un bout d'un moment, Seul le travail vivant produit de la valeur. voilà. Oui, sauf que ces phénomènes se produisent sur l'ensemble de la planète avec Oui. un jeu d'utilisation des différences et des inégalités qui fait que, et y compris, on n'est pas arrivé, exactement, non seulement il reporte, mais en plus, le capitalisme est capable d'exploiter jusqu'au bout, en se transformant lui aussi, d'aller exploiter toutes les formes d'activité humaine. C'est-à-dire,
là, on voit bien qu'aujourd'hui, comme il était en rupture de, comment dire, justement à cause de la baisse tendancielle du taux de profit, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Or, quelle est la meilleure façon que d'aller chercher l'argent ailleurs? Eh bien, on va ponctionner l'argent qui se trouve dans les caisses de sécurité sociale, qui échappe à toutes les opérations de financiarisation et aux capacités de spéculation internationale sur les matières premières comme sur les transactions commerciales. Donc la question c'est que c'est pas spontanément, je dirais, qu'on va passer Ah, bah, à ça, cette c'est- nouvelle ça, société ça, c'est et il n'y clair. a aucune automaticité là-dedans. Et pour l'instant, le capitalisme a montré son absence de limite, je dirais, dans ses capacités de transformation. Donc toute la question qui est posée, c'est comment les êtres humains se mettent en situation de contestation de l'ordre établi, contestation de ses objectifs, et arrivent à faire un rapport permanent entre les besoins des hommes et la manière dont la société actuelle y répond, qui est totalement dominée par la logique capitaliste. Et c'est parce qu'elle est incapable, cet ordre actuel est incapable de répondre aux besoins humains, et attention, aux besoins humains tels que l'humanité est constituée. Si on élimine les pauvres, on élimine les inégalités, enfin, au moins en apparence et au début. Hein. Si on diminue la population mondiale, on résout une partie de la contradiction à laquelle le capitalisme est confronté Elle est dans en, la répartition des richesses. elle est en train de diminuer, la population. Oui, mais pas pour les raisons Ah d'élimination. non, Je sais, mais si tu veux, oui, oui. voilà, on est face à tous ces phénomènes à un tel niveau que la question est posée de la, comment dire, de la contestation de la légitimité du capitalisme Ça, comme forme d'organisation de la production des biens, des services, de l'imaginaire, de la culture, etc., qui nous a aujourd'hui apporté. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très offensif par rapport à des individus extrêmement dangereux comme Elon Musk ah oui, ou comme Zuckerberg et compagnie. Parce que ces gens-là, il faut les prendre. ils ont, Ah non, comment faut les dire, ils prendre. savent sur quel terrain travailler l'imaginaire humain. Et par exemple, ils travaillent sur, par exemple, le fait de devenir immortel, le fait d'aller à la conquête spatiale, la conquête de nouveaux territoires, etc. Le C'est-à-dire que transhumanisme. il y a vraiment, on est vraiment confronté là, à une course de vitesse, parce qu'il s'agit d'une course de vitesse entre ce que les capacités humaines collectives vont être capables, je dirais, de développer pour renverser l'ordre établi, sous des formes évidemment plutôt démocratiques que violentes. Mais Non, ça, elles seront c'est violentes. pas nous qui décidons, c'est pas nous qui déciderons, je dirais, de la forme dans laquelle ça va se passer. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que si on veut gagner la majorité de l'opinion, c'est-à-dire la majorité des gens concernés, ça ne peut pas être en privilégiant le modèle violent, parce que le Mais modèle violent, tu as raison. il est systématiquement utilisé par les dominants, et ça c'est l'histoire qui le prouve, Tu as raison. pour complètement délégitimer les révoltes, les révolutions, Regardez comment on parle de la Révolution française aujourd'hui. C'est-à-dire que on a, alors que ça a été un moment extraordinaire d'émancipation de l'humanité, qui était critiquable, évidemment. Il n'y avait pas le vote des femmes, n'est-ce pas, Monique, etc., etc. Il y avait le vote censitaire, mais il était soumis à la propriété, etc., etc. Il n'en demeure pas moins que la seule chose, évidemment, que sont capables d'évoquer aujourd'hui les tenants de l'ordre établi pour empêcher l'esprit révolutionnaire d'irriguer, je dirais, l'engagement progressiste, c'est de parler de Robespierre en des termes la terreur, la violence, le nombre de morts. Et aujourd'hui, y compris, et c'est vrai de toutes les tentatives de transformation, avec deux exceptions récentes dans l'histoire. Et là, ils sont emmerdés. C'est ce qu'a fait en Afrique du Sud Nelson Mandela, qui justement, pour prévenir une forme violente de transition, a essayé d'inventer une forme qui évite le massacre de la minorité blanche, qui malheureusement a fait des choses terribles quand même pendant je ne sais combien de décennies, qui a donc inventé une forme de transition extraordinaire, totalement révolutionnaire,
Et puis, c'est Gandhi, effectivement, en Inde, qui a accompli une révolution non violente. Ça ne veut pas dire que la société néocoloniale indienne, c'est le monde parfait. N'empêche que par la façon dont il a conduit ce mouvement, il a créé les conditions d'une transition. D'abord, il a récupéré l'autonomie sur son pays. Faut regarder un petit peu dans tous les autres pays néocoloniaux, y compris ceux que la France dominait. Il n'y a pas beaucoup de pays où la transition s'est faite sans douleur, hein, et sans des guerres terribles comme l'Algérie, Madagascar, l'Indochine, pour ne prendre que cela. Parce qu'après, il y a toute la politique néocoloniale française et la France-Afrique, avec tout ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas, qui a permis de continuer la domination des grandes sociétés françaises sur les ressources naturelles africaines. Voilà, je m'arrête là. Parler de transition, d'abord, ce sont des transitions qui se produisent dans le cadre du système capitaliste. On ne change pas de système de production et d'échange, premièrement, ce qui est beaucoup plus important à l'échelle de l'histoire, j'entends, pas pour ceux qui vivent dans l'immédiat. Deuxièmement, parler de transition pacifique en Inde, il faut quand même être gonflé. Il y a l'article de Marx dans le New York Times sur la révolte des Sipahis. Ouais, oui, sur la révolte des Sipahis. Je veux dire, bon, comme chapeau, c'est pas vraiment pacifique de mon point de vue. De l'Empire. Et la répression. Non, mais j'ai pas dit que ça s'était fait. Je veux dire, j'ai pas dit que ça s'était Non, fait mais comme violence. bon, le fond. Le mode de Oui, mais attends, transformation parce que tel là, qu'il a été proposé. on est sur un mode c'est une rupture de la société capitaliste. C'est pas le cas. En Afrique du Sud, c'est pas le cas. En Inde, c'est pas le cas. C'est pas vrai. C'est à l'intérieur du système capitaliste. Et donc, effectivement, il y a des choses qui sont. Bon, après, je sais pas. Moi, je souhaite que ça se fasse gentiment, mais ça se fera pas gentiment. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On vous l'a dit ce matin. Les limites du capitalisme, elles sont au niveau de la planète et au niveau écologique. Elles sont là. Et c'est là qu'on va rentrer dans le mur. Si la transition ne se fait pas rapidement, tu as dit tout à l'heure, et tu as complètement raison, il faut faire vite. Si la transition ne se fait pas rapidement, c'est le problème écologique qui va devenir majeur. Bien sûr. Et là, croyez-moi, c'est pas pacifique. Ça ne sera pas automatique non plus. Hein. On est d'accord. Donc, ce ne sera pas automatique, mais quand 208 100% électrique. Avec son design irrésistible et son mais Peugeot quand tu auras 4 degrés d'augmentation de la température mondiale, en décembre, Yeah. Peugeot booste écologique de Bon 5 mot. si c'est pas violent, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Alors, c'est pas pour Ouais, non, mais tu as raison. vous embêter, mais il faut qu'on change de lieu, le temps d'y aller et le temps d'installer les capacités d'écoute et de stabiliser le système informatique, y compris celui du Furtado, pour qu'on ait des bonnes capacités de dialogue avec Henri Plénaruis. Je vous propose qu'on s'arrête, quoi. Pour ce soir, en tout cas. Bon, Merci beaucoup, Yvan, pour si ça t'intéresse, ton travail. Ça m'intéresse. j'ai